Société par action simplifiée, la SAS, comment rédiger les statuts de la SAS, exemple de clause statutaire. Le plan, 5 parties, principe de la liberté statutaire, les textes applicables à la SAS, les possibilités offertes à la SAS, la procédure des avantages particuliers et comment l'éviter, et enfin, rédiger les statuts de la SAS avec des exemples de clauses. Principe, la liberté statutaire. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 5, tout ce qui n'est pas interdit est susceptible d'être autorisé. Deuxième principe, il n'y a pas de nullité sans texte. Ça veut dire que tout ce qu'on risque éventuellement des statuts mal rédigés, eh bien, c'est éventuellement la clause réputée non écrite, mais pas la nullité de la société. Les dispositions spéciales l'emportent sur les dispositions générales. Dispositions générales, le Code civil, de la société, puis de la société civile. Et les dispositions particulières, eh bien, on a celle de la SAS, celle de la société anonyme, on les verra, et celle des actions de préférence, qui peuvent être ajoutées au statut, inclus dans le statut de la SAS. Voilà, la loi spéciale déroge à la loi générale. Les textes applicables à la SAS, dispositions générales applicables à l'ensemble des sociétés et notamment à la SAS, dès lors qu'il n'y a pas une disposition spéciale qui écarte une disposition générale. Nous allons voir ensuite les dispositions spécifiques à la SAS, les dispositions de la société anonyme qui ne s'appliquent pas à la SAS, les autres donc qui s'appliquent, on verra notamment que les AGO, les AGE, le conseil d'administration, tout ça, ne sont pas applicables à la SAS, sauf bien sûr si vous les incluez dans les statuts. Donc chez moi, il n'y a jamais d'AGO, jamais d'AGE. Et enfin, possibilité de créer des actions de préférence et sur quoi peuvent porter les préférences et y a-t-il une limite aux actions de préférence. Les dispositions générales applicables à la SAS, donc Code civil de la société à partir de 1832, les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés, sauf si l'on est disposé autrement dans un autre texte, par exemple. Premier principe de liberté, 1836, les statuts ne peuvent, à défaut de clauses contraires, être modifiés à l'unanimité des associés. Le droit de vote appartient aux nus propriétaires, sauf en ce qui concerne l'affectation du bénéfice où il est réservé à l'usufruitier, le tout sauf clause contraire. La prorogation de la société à l'unanimité, sauf clause contraire. La société prend fin pour toute cause prévue par les statuts. Le liquidateur est nommé, à défaut, par les dispositions statutaires. Ça, c'est disposition générale, applicable d'ailleurs à toutes les sociétés, y compris aux sociétés civiles. Maintenant, les dispositions spécifiques à la SAS, qui ne viennent pas en contradiction avec les dispositions générales du Code civil. Le premier principe de liberté, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Tout est possible, vraiment tout est possible. Il n'y a qu'une chose qui est pas possible, c'est ce qui est imposé, c'est un seul président, un seul. Il ne peut pas y avoir une pluralité de présidents. C'est la seule restriction. Lorsqu'une personne morale est nommée président, donc c'est une spécificité de la SAS, c'est qu'une personne morale associée, ou non d'ailleurs, puisqu'on n'a pas nécessité d'être associé actionnaire pour être président, eh bien une personne morale peut être nommée président. Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et dans les formes et les conditions que les statuts prévoient. Donc, ma pratique, la volonté de mes clients, c'est de conserver tous les pouvoirs. Parce que nous allons voir que tout l'intérêt de la SAS, comme la société civile d'ailleurs, c'est de dissocier l'avoir, le pouvoir, les droits financiers. Même si moi, je détiens
1% du capital de la société, je vais transmettre le plus vite possible à mes enfants. Le mieux, c'est dès la création de la société, mais ça ne se fait pas. Bon, c'est pas bien, les enfants sont mineurs, on verra les oppositions. Hein. Bon, mais ma pratique, c'est d'associer les enfants le plus vite possible au capital de la société, afin notamment de leur transmettre le goût d'entreprendre et de leur transmettre les valeurs de l'entreprise, les valeurs familiales. Parce que si vous attendez de transmettre l'entreprise quand il y a éventuellement un enfant, un repreneur qui présente le profil d'un repreneur, peut-être qu'il n'aura pas envie parce qu'il n'aura jamais été partie prenante de la société, donc pas intéressé, il préférera peut-être créer sa propre société au lieu de reprendre l'entreprise familiale, par exemple. Dommage. Donc, je vais restreindre toutes les décisions collectives. Les décisions collectives, c'est celles qui appellent le vote unanime des associés, voire des usufruitiers, s'il y a des décisions qui concernent l'affectation du bénéfice. Mais sinon, je vais restreindre au maximum le champ des décisions collectives et je vais écrire dans les statuts que les décisions collectives sont celles pour lesquelles la loi exige le vote unanime des associés. Sinon, il ne s'agit pas d'une décision collective et je n'aurai pas à solliciter le vote, la participation et le vote des autres associés. Je déciderai seul. Simplement, ben voilà, le Code de commerce prévoit éventuellement, pour des décisions collectives, c'est l'approbation des comptes, la nomination du commissaire aux comptes, les accords pour les opérations de fusion-absorption, et bien sûr, dès lors qu'on accroît les engagements de l'associé, eh bien, il faut obtenir son consentement. Mais ça relève du Code civil, hein, 1836 du Code civil. On ne peut pas accroître les engagements d'un associé sans son consentement. Les statuts peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas 10 ans. Donc je veux mettre cette clause. Je serai attentif simplement au moment de l'actionner. Il ne faut pas que la clause soit actionnée au moment du dépôt des statuts au greffe, de l'enregistrement. Parce que non, si mon enfant est mineur et il a 2 ans, il a 12 ans, je ne pourrai pas faire l'inaliénabilité. Donc, il faudra que je dise que l'inaliénabilité va courir à partir du moment où un tel, moi, l'aura décidé. Et je vais même coupler l'inaliénabilité spécifique à la SAS, temporaire de 10 ans, à celle du Code civil, du 901 du Code civil, qui doit être, elle aussi, limitée dans le temps, mais pas forcément à 10 ans, et qui doit répondre à un intérêt sérieux et légitime. Donc, il faut simplement la motiver. Et comme ça, s'il y en a une qui ne s'actionne pas, vous voyez, hop, là, au secours. Les statuts peuvent soumettre toute cession d'action à l'agrément préalable de la société. Ça, c'est sûr. Hein, toutes les transmissions sont soumises à agrément chez moi. Sauf celles que j'aurais décidé qui seraient exonérées d'agrément. Mais ça, c'est sur ma décision, par exemple. Hein. Ou toutes les transmissions que moi, je réalise en faveur de qui je veux. Mais tous les autres associés, eh bien, c'est soumis à agrément, par exemple. Hein, voilà, le plus antidémocratique possible. Il vaut mieux aller vers le plus antidémocratique possible parce que qui peut le plus, peut le moins. C'est toujours facile d'être plus généreux, mais si vous êtes généreux dès le départ, ça devient normal, quoi. Voilà. Et donc, tout le monde veut la démocratie. Non. Sinon, le chef d'entreprise, il voudra notamment jamais transmettre. Parce que si la perte des pouvoirs, c'est quelque chose d'insupportable pour la plupart des dirigeants. Donc, je vais l'aider à transmettre plus facilement. Donc, je vais faciliter la transmission parce que c'est ce qu'il y a de plus coûteux, la transmission. Mais je vais le rendre immortel avec tous les pouvoirs et éventuellement la majeure partie du dividende s'il le désire. Donc, je peux aussi prévoir une clause d'exclusion. Voilà. Les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Et notamment, on verra les motifs d'exclusion, et notamment parce que je ne m'entends plus avec l'associé, ou l'associé ne s'entend plus avec moi. Je me réserve ici de l'exclure. Et je vais l'exclure à la valeur nominale d'ailleurs, sauf si j'en décide autrement et si je décide d'être plus généreux. Vous voyez, c'est sauf décision contraire de qui? De moi. Bon.
Alors il y en a qui me disent ah c'est pas possible, donc on verra, hein. Enfin je sais pas si on verra, mais donc je le vois tout de suite. Si c'est tout à fait possible. C'est pas moi qui l'invente, c'est le code de commerce. Les statuts peuvent préciser les modalités du calcul de la valeur de rachat et notamment en cas d'exclusion. Donc c'est tout. Hein. Donc qu'on ne dise pas c'est pas possible. Hein. Les statuts peuvent prévoir que la société qui contrôle la SAS par exemple, eh bien, elle peut être exclue en cas de changement d'actionnariat de la holding qui contrôle. On peut prévoir ça. Et je vais peut-être aussi prévoir que cette clause-là ne va pas s'appliquer si c'est moi qui contrôle la holding, notamment. Les statuts peuvent préciser les modalités du prix de cession ou du prix de rachat des titres. Vous vous rendez compte? Donc, je t'exclus notamment et je te rachète 1 euro alors que l'action vaut 1000 euros. Alors, il y en a un qui dit « Ah, c'est pas possible, puis au plan fiscal, comment ça se passe ?» Au plan fiscal, c'est le problème, c'est celui de l'exclu. Donc, je n'ai pas de jurisprudence sur le sujet, mais ce n'est pas mon problème. C'est l'exclu, éventuellement, que l'administration pourra dire « Ah, non, vous dites que votre part, elle vaut 1 euro, mais moi, je vous taxe éventuellement sur la plus-value sur 1000 euros. » Bon. Et maintenant, voyons les dispositions de la société anonyme inapplicables à la SAS. D'ailleurs, cet article-là, L227.1, est l'article fondateur de la SAS. Le législateur est parti de ça en disant, tiens, voilà, eh bien, voilà, les dispositions qui concernent les sociétés anonymes s'appliquent à la SAS, sauf, et elle énumère une liste d'articles qui ne s'appliquent pas à la SAS. C'est une définition de la SAS par défaut. C'est ça qui rend les choses compliquées. Parce qu'il faut aller chercher les articles. Mon cours, il doit faire 1300, 1400 diapositives sur la SAS. Et puis après, il faut créer tous les liens entre les différents articles. Bon. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que ça ne concerne pas? C'est le capital à 1 euro, un minimum de capital pour la société anonyme. Qu'est-ce qui ne s'applique pas à la SAS? C'est le rapport du commissaire au compte en présence d'avantages particuliers, de la direction et de l'administration des sociétés anonymes, donc tout ce qui est conseil d'administration, AGO, AGE, ne s'applique pas à la SAS. Les assemblées d'actionnaires, ça ne s'applique pas à la SAS, alors que la plupart des statuts. J'ai vu récemment des statuts, tiens, qu'est-ce que c'était? Ils ont fait une SAS, un conseil de surveillance. Mais il faut être fou, il faut être fou. Alors que le chef d'entreprise, je le connais, il veut garder tous les pouvoirs. Et là, il a mis une structure en place dualiste. Et dans le statut, il dit, c'est les articles de la société anonyme qui s'appliquent. Elle est bien bonne celle-là. Enfin bref, on voit de tout et n'importe quoi. Transformation de société après 2 ans d'existence, ça ne concerne pas la SAS. Information des actionnaires sur le montant total des droits de vote et de la rémunération, ça s'applique pas à la SAS. Voilà. Donc, les AGO, les AGE, eh bien, ne s'imposent pas du tout à la SAS, sauf si vous les inscrivez dans les statuts. Donc moi, les quorums, les majorités de 2 tiers, des 3 quarts, tout ça, ça n'existe pas. Sauf exception, toutes les décisions sont prises à la majorité des droits de vote. Lorsqu'il s'agit d'une décision qui relève des associés, et uniquement. Parce que si la décision qui ne relève pas des associés, et ça, elles sont listées dans les statuts, qui vote? Il n'y a que moi qui vote. Alors, ou le président, ou l'associé, l'actionnaire fondateur, puisque je crée des catégories d'actionnaires, voire des familles d'actionnaires, on va le voir tout à l'heure. Voilà. Et toutes les décisions sont prises à la majorité des droits de vote. Et comme j'ai des actions de préférence, de super préférence de catégorie A, qui me donnent 10 000 droits de vote, il n'y a pas de limite aux droits de vote. Et il dit, ah non, c'est la clause léonine, ah non, c'est un abus de majorité. Bon, faut être sérieux. Donc j'ai tous les arguments pour mes détracteurs, évidemment. Donc non, donc il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est éventuellement pour le droit financier. On ne peut pas priver un associé de tout droit, c'est la clause léonine, au bénéfice, ou de l'exonérer de la totalité des pertes, ou de lui imputer la totalité des pertes,
Voilà, ben c'est tout. Voilà. Ou de le priver de la totalité des bénéfices, pour être complet. Et c'est la totalité. Et cette totalité s'apprécie dans le temps. Ce n'est pas parce qu'un associé est privé de bénéfices, de dividendes pendant 3 ou 4 ans que c'est une clause léonine. Non. Non. Alors, il faut toujours motiver, puis il faut éviter le noir et le blanc. Chez moi, tout est gris. Gris clair, gris foncé. Voilà, 1 euro. Alors, on me dit, ah non, c'est 1 euro, c'est comme s'il était privé de tout dividende. Alors, je demande, quel texte? Montrez-moi le texte. Quelle jurisprudence décide? Et on verra que le spécialiste qui n'est pas capable de vous montrer le texte, il faut l'écarter, il faut changer de spécialiste. Donc, applicable à la société anonyme, pas à la SAS, le conseil d'administration, les AGO, les AGE, voilà, la tenue de l'AGO annuelle, le contenu du rapport de gestion. On n'est même pas obligé, dans la SAS, de communier les comptes après la tenue de l'Assemblée qui approuve les comptes. On peut dire, voilà, si on ne met pas, eh ben, l'associé, il va falloir qu'il aille chercher le truc au greffe, quoi. La convocation de l'AG ne s'applique pas à la SAS. Ah, ben oui, ça fait des formalités quand même. On supprime pas mal de formalités, sauf si c'est prévu dans les statuts. Hein. Non. Il n'y a pas de risque d'annulation de l'Assemblée qui a été irrégulièrement convoquée. Ça ne s'applique pas à la SAS. Représentation d'un actionnaire, ça ne s'applique pas à la SAS, c'est la liberté. Alors chez moi, hein, la plupart du temps, enfin c'est pas chez moi, mon client, bien souvent, il préfère écrire que, eh bien, aucun associé ne peut se faire représenter, sauf décision contraire de qui? Eh bien, du chef d'entreprise. Tout actionnaire a le droit de participer aux AGE, ça s'appelle inapplicable à la SAS. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Et quatrièmement, c'est la possibilité en plus de créer des actions de préférence. Hein. Donc on a vu les dispositions générales applicables à toutes les sociétés avec le principe de liberté. On a vu la société anonyme, principe de la liberté. Hein. Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Donc après, on a vu que toutes les dispositions qui ne s'appliquent pas à la SAS qui s'applique qu'à la société anonyme, et on termine par la possibilité d'inclure dans les statuts des actions de préférence, mon article chouchou, le L228-11 du Code de commerce. Il peut être créé des actions de préférence assorties de droits particuliers de toute nature. Alors c'est amusant cet article, alors, je ne l'ai pas tout mis, hein, j'ai mis le début, parce que après ils vous disent que des préférences. Ah, les préférences. Oui, mais un associé, il ne peut pas être privé de plus de... Enfin, voilà. Les actions sans droit de vote ne peuvent pas représenter plus de 50% du total des actions pour les sociétés de nos côtés. Et hop. Non. Ma pratique, c'est de mettre toujours des préférences ou des super préférences. Et comme ça, j'évite le coût d'un associé privé de voter ou l'associé qui est privé de tout dividende. Vous voyez? Donc, ils ont des actions ordinaires. Une action ordinaire donne un droit de vote et un droit financier, par exemple. Moi, j'ai des actions A qui me donnent 1000 droits de vote et 1000 droits financiers, par exemple. On peut faire varier le droit financier et décider chaque année également eh bien, du montant du droit financier de chaque catégorie d'action, par exemple. Tout est possible. Le droit de vote peut être aménagé, sauf suspendu, donc je ne fais pas ça. Tout le monde vote, mais je vote plus que vous. Et comme les décisions sont prises à la majorité du droit de vote, pour les décisions qui relèvent des associés, donc soyons attentifs à chaque fois sur la hiérarchie des décisions. Le plus bas, c'est la collectivité des actionnaires, c'est tout le monde, le vote unanime. Et on a vu que le vote unanime s'impose selon la loi, pour la nomination du commissaire aux comptes, pour l'approbation des comptes, pour les régimes de fusion-absorption ou pour la modification de certaines clauses qui peuvent être modifiées qu'à l'unanimité. Donc il vaut mieux les inscrire dès le début dans la rédaction des statuts. Bon. Et puis voilà, c'est parti. Donc il n'y a pas de limite, ou très peu de limite aux actions de préférence. Donc les clauses suivantes sont prohibées. La clause léonine,
celle qui procure un avantage exorbitant, et la jurisprudence est constante pour dire qu'on ne peut pas priver un associé de la totalité des bénéfices, de lui imputer la totalité des pertes, et inversement. Interdiction, nullité de la clause purement potestative, celle qui dépend de la volonté d'une seule personne, mais c'est pas possible chez moi puisque c'est inscrit dans les statuts, donc tout le monde signe. Et les pouvoirs, c'est pas Henri Royal qui les a, c'est l'associé fondateur. Pas pareil, parce que moi je suis susceptible d'être associé fondateur, mais il n'y a pas que moi qui suis susceptible d'être associé fondateur. Et puis les autres, clause d'intérêt fixe, verser un dividende dans l'absence de bénéfices distribuables, et le nombre d'actions sans droit de vote pour les sociétés de nos côtés, une SAS ne veut pas être cotée, pas plus de la moitié du capital social. Les possibilités de la SAS. Alors, les avantages particuliers, qu'est-ce que c'est et quelle sont la nature de ces avantages? Est-ce qu'on peut introduire des droits de vote et des droits financiers inégalitaires? Oui. D'ailleurs, qu'il y ait ou non des actions de préférence, on va voir que c'est une spécificité de la SAS par rapport aux autres formes commerciales. Il n'y a pas de nécessité d'introduire des actions de préférence pour créer des inégalités non seulement en dividendes, puisque la disposition générale du Code civil qui s'applique, 1844 du Code civil, la part des bénéfices et des pertes est à proportion du capital, le tout sauf clause contraire. Donc on peut. Et on peut, on va le voir, accorder des avantages particuliers à des personnes nommément désignées. Donc Henri Royal ou tel associé, par exemple. Voilà. Et on va faire la comparaison de la SAS avec les autres sociétés commerciales, notamment de la SARL, puisqu'on lit, ah, la SAS, non, c'est la SARL, ou inversement, ah, non, la SARL plutôt que la SAS. Bon, moi, j'ai pas d'idée. Tout simplement, il faut regarder quels sont les objectifs du chef d'entreprise. Si le chef d'entreprise, c'est de réduire ses charges sociales, en principe, c'est sans doute la SARL. Mais s'enfermer sur les charges sociales et oublier tout le reste, et notamment la fiscalité d'ensemble, je pense qu'il peut y avoir un défaut de raisonnement. Sauf si la personne n'a aucun objectif de transmission, n'a aucun objectif de vente et veut mourir riche, peut-être que la SARL, oui, ici, se recommande plus particulièrement. Sinon, je n'ai pas d'idée préconçue, mais si la personne veut à la fois, puisque c'est impossible de mettre des actions de préférence dans la SARL, où on peut mettre des préférences, mais uniquement en droit financier, pas en droit de vote, une part égale une voix, sauf les actions de groupe. Donc vous avez un dossier que j'ai sorti sur les actions de groupe, alors qu'une SAS contrôle ou est contrôlée à plus de 50% en capital par une autre forme sociale, notamment la SARL, eh bien des droits particuliers, les avantages particuliers peuvent être copiés dans la SARL. Les avantages particuliers qu'il y a dans la SAS, on fait du copier-coller dans la SARL, on transforme une SARL avec le pouvoir de détention, le pouvoir de dissocier capital, droit de vote, droit financier, et on garde la forme sociale de la SARL, notamment pour ce qui est charges sociales, ou éventuellement pour ce qui est taxes sur les salaires, si la SARL est une holding. Tout est possible. Avantages particuliers, les avantages particuliers, nature des avantages, donc les droits politiques, les droits de vote, les droits financiers, et des droits patrimoniaux spécifiques à la SAS. Droit politique, le vote. Donc les avantages peuvent être attribués à des personnes, nommément désignées ou non, ou un groupe de personnes, famille, associés fondateurs. On va voir que ça, c'est une subtilité éventuellement pour éviter la procédure des avantages particuliers, parce que les avantages particuliers sont des avantages qui sont attribués à des personnes nommément désignées. Si vous mettez des groupes d'actionnaires ou les associés fondateurs actionnaires, enfin les actionnaires fondateurs, bien à ce moment-là, on généralise, ce ne sont plus des personnes nommément désignées et on évite la procédure des avantages particuliers, j'y reviendrai.
On peut attacher des préférences à des actions de préférence. Donc catégorie A, B, O, les ordinaires, il faut toujours qu'il y ait des ordinaires parce que la préférence s'apprécie par rapport à la catégorie d'action ordinaire. Mais j'ai aussi des préférences, Y, Z. Il vaut mieux pas avoir des Y ou des Z avec moi. Mais toujours avec l'interdiction, la prohibition de la clause léonine qui a pour effet de priver un associé de tout droit au bénéfice et au dividende. Non. Donc on sera attentif tout simplement à la rédaction. Nature des avantages des droits financiers. Droit financier, le dividende et le boni de liquidation. Quand on casse le tirelire au moment de la liquidation de la société, on va même prévoir éventuellement la naissance d'un casier usufruit sur le boni de liquidation si jamais on arrive à un démembrement de propriété, par exemple, sauf décision contraire, toujours pareil. Donc répartition inégalitaire entre associés, c'est possible, sans action de préférence. Mais aussi, on peut aussi introduire des actions de préférence, c'est ma pratique, c'est plus pratique. Pourquoi ? Parce que j'en fais plus une question de personne. Vous voyez, les droits sont attachés à des catégories d'actions. C'est pas Henri Royal qui a tous les pouvoirs, ce sont les actions de catégorie A. Et il se trouve qu'elles sont détenues par Henri Royal. J'y peux rien, moi. Et enfin, des droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, donc des droits spécifiques à la SAS. Donc, les statuts peuvent préciser les modalités de calcul en cas de rachat ou en cas d'exclusion d'un associé. Les statuts peuvent, je dis doivent prévoir une prime de rachat. Vous vous rendez compte ? Je rachète mes actions, la société rachète mes actions et me donne une prime de rachat du double du prix de l'action. Évidemment, je défavorise les autres actionnaires. Mais ce n'est pas moi qui l'invente, cette prime de rachat. Mais il faut qu'elle soit impérativement prévue dans les statuts. Et il faut que les statuts précisent les modalités de décision du mode de calcul de cette prime de rachat. C'est facile pour chez moi. Et ça peut être réservé, par exemple, aux actions de catégorie A, celles que je détiens. Les autres ne seront pas rachetables. Et il n'y a pas de prime de rachat. On peut tout faire. Voilà. On peut également, ici, introduire, on l'a vu, les préférences intra-groupe. Et on peut exclure un associé en précisant, notamment, on l'a vu, je t'exclus à la valeur nominale. Tout est possible. Jamais noir, jamais blanc. Donc, on peut, pour la SAS, voyons les droits de vote et les droits financiers inégalitaires, avec ou sans action de préférence. Commençons par sans action de préférence. En ce qui concerne le droit de vote, liberté statutaire, puisqu'on a vu que les statuts fixent librement les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Le droit financier, liberté statutaire, parce que le 1844.1 nous dit que le dividende est à proportion du capital, sauf clause contraire, et le 44.9 qui nous dit que la répartition du boni de liquidation est à proportion des bénéfices, sauf clause contraire. Donc, voilà. Il n'y a pas de nécessité de mettre des actions de préférence. Si j'ajoute des actions de préférence dans les statuts de la SAS, à ce moment-là, c'est le L228.11 qui va s'appliquer. Mais je peux avoir les deux. Je peux avoir des préférences qui portent sur des personnes, nommément désignées ou non, ou des préférences qui portent sur des catégories d'actions, les actions de préférence. La limite est toujours la clause léonine qui prive un associé de tout droit au bénéfice ou inversement, qui lui attribue la totalité du bénéfice ou l'exonère de la totalité des pertes. Donc possibilité avec ou sans action de préférence, donc une souplesse que seule la SAS a par rapport aux autres formes sociales, c'est on peut créer des inégalités en droit politique, droit de vote, et en droit financier. Et on ajoute des actions de préférence et on rajoute des inégalités possibles pour le pouvoir de décision et pour le droit financier, dividende et boni de liquidation. Est-ce qu'on peut, parce que hier encore j'ai eu l'avis d'un spécialiste
qui me dit que on ne peut pas accorder des pouvoirs très renforcés à une personne. Ça ne peut pas être lui qui décide chaque année que le droit financier attribué à chaque catégorisation est celui-là. Je lui ai demandé quel est le texte. Donc, voilà le texte. Donc, sans action de préférence, L227.5 du Code de commerce, on a vu mon préféré, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et détermine également les décisions qui sont prises collectivement. Donc, si la décision n'est pas collective, elle relève peut-être des associés ou de l'associé fondateur ou de Henri Royal. Donc, c'est tout à fait possible. Et c'est des avantages particuliers de L225.13 de la constitution des sociétés anonymes, applicables ici à la SAS. Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie. Donc, avantages particuliers, bien, c'est des avantages accordés à une personne désignée, nommément désignée. C'est ça la définition d'un avantage particulier, on va le voir juste après. Avec action de préférence, eh bien, l'action de préférence peut être émise au profit d'une personne nommément désignée. Les actions de catégorie 1, eh bien, sont souscrites par Henri Royal. Et la création de ces actions de préférence donne lieu à l'application de la procédure aux avantages particuliers si ces actions de préférence sont émises au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées. Alors, l'égalité entre associés, c'est un mythe, ça n'existe pas. Le principe d'égalité entre associés, ça n'existe pas. On a un arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne qui date de plus de 10 ans. Non, voilà. Il n'y a pas de principe d'égalité entre actionnaires. On le voit pourtant toujours en jurisprudence. L'égalité entre actionnaires n'est pas respectée. Si on introduit des catégories d'actions, forcément, si je détiens des actions de catégorie A et mon voisin, mon autre associé, des actions de catégorie ordinaire, O, ben vous voyez bien que j'ai créé des inégalités. Cette inégalité, en fait, elle est de fait. C'est parce que je suis détenteur des actions A, de catégorie A, et lui détenteur des actions de catégorie O. On a bien créé des inégalités entre associés. Mais c'est vrai que le principe d'égalité doit être respecté au sein de la même catégorie d'actions. Je ne peux pas, si j'ai des actions A qui donnent 1000 droits financiers et 10 droits de vote, ou l'inverse, peu importe ce que vous voulez, il faut que ce soit inscrit dans les statuts, ça peut être variable également, et il faut préciser bien, les modalités de cette variabilité, ça dépend des objectifs du client. Eh bien, il ne peut pas y avoir, ici, moi j'ai une action A, il a une action A, eh bien, l'action A a les mêmes droits parce qu'elle appartient à la même catégorie. Donc les préférences, l'égalité doit être respectée au sein d'une même catégorie. Comparaison SAS et autres sociétés commerciales, droit de vote, droit financier. SARL, ben non, une part égale une voix. Donc ça va poser des difficultés si l'objectif du chef d'entreprise est de transmettre. Pourquoi? Parce qu'il ne peut transmettre que 49% du capital pour conserver les pouvoirs aux AGO. Il a perdu les pouvoirs aux AGE, déjà. Bon. Est-ce qu'on peut mettre des droits financiers multiples dans la SARL? Oui, il faut prévoir dans les statuts. On peut prévoir des catégories, de différentes catégories de parts sociales dans la SARL, et notamment des parts A, des parts B, à qui sont attribués des droits financiers différents, ou variables même. Pour la société anonyme et la société en commandite par action, est-ce qu'on peut mettre des droits de vote multiples? Oui, mais seulement avec des actions de préférence. Sinon, c'est éventuellement les droits de vote doubles pour les actions détenues en nominatif depuis au moins 2 ans. Sinon, il faut mettre des actions de préférence aussi pour les droits financiers multiples. Parce que s'il n'y a pas d'action de préférence, eh bien, toutes les actions ont le même droit au dividende, majoration possible de 10% sous condition. Pour la SAS, tout est possible, tout est imaginable. C'est pour ça que bien souvent, on me dit « Ah, la SAS, c'est risqué ». Non, c'est pas risqué, c'est compliqué. Voilà. Et ce qui est compliqué n'est pas forcément risqué, à partir du moment où on maîtrise la rédaction des statuts.
Voilà. Droit financier multiple, oui, avec ou sans action de préférence. D'ailleurs, ici, il y a une erreur sur le tableau, c'est avec ou sans action de préférence. Pourquoi? Parce que on peut avoir l'application, il n'y a pas de nécessité de mettre des actions de préférence pour établir une égalité de traitement pour le droit financier, le droit aux dividendes. On va avoir l'application éventuellement du Code civil, du 144.1 du Code civil, la part des bénéfices et des pertes et la proportion du capital, le tout sauf clause contraire. Et pour la société civile, on fait ce qu'on veut. Voilà. Tout est possible. On a à peu près... Alors, moi je trouve qu'on a plus de souplesse pour la SAS que pour la société civile. Et puis ici, il y a un conflit avec les autres associés. Je suis plus à l'aise avec une SAS, forme commerciale, juge commercial, plutôt que la forme civile, juge civil. Et puis, alors, il y a d'autres comme ça contraintes. La SAS, c'est très bien quand, notamment pour les holdings, pour réinvestir, racheter des affaires, vendre, patrimoine professionnel. Société civile, c'est peut-être souvent plus approprié pour établir des liens en trésorerie entre patrimoine professionnel et patrimoine privé. Et notamment, la société civile peut faire, il n'y a pas de risque, de notion d'abus de biens sociaux pour les sociétés civiles, alors que pour la SAS, oui. Donc, une société civile peut faire des prêts à ses associés. Fiscalement, ce n'est pas forcément traité comme un revenu distribué. Ça, c'est la croyance. Et puis, l'inconvénient de la société civile à l'IS par rapport à la SAS à l'IS, c'est notamment pour les personnes mariées en communauté de biens, bien, le conjoint commun en biens peut revendiquer à tout moment la qualité d'associé. Ce n'est pas parce que vous lui avez fait renoncer à la qualité d'associé pour un apport concerné. S'il y a un nouvel apport, le conjoint pourra à nouveau se prononcer et revendiquer la qualité d'associé. Vous avez des tableaux sur le site, alors j'ai plusieurs sites, mais Henri Royal, vous avez toute une rubrique dossiers, il y a une centaine de dossiers, notamment sur le comparatif entre SAS et société civile. SARL, possibilité d'un dividende inégalitaire, toujours ici. Alors, l'égalité ici en droit de vote, ça, L223 de 28, une part égale une voix. Au dividende inégalité possible, du 144.1 du Code civil. Et pour la SARS, eh bien, inégalité possible, que ce soit en droit de vote, en droit financier, avec ou sans action de préférence, on l'a vu précédemment. Alors, il y a un effet de levier fiscal assez fort, notamment en faveur de la SAS par rapport à la SARL. Donc, tout dépend des objectifs du client. Mais si c'est la transmission, par exemple, il vaut mieux une SAS parce que je peux détenir 1%, moins de 1% du capital et conserver 100% des pouvoirs. Donc, ce qui est important, sauf si le client veut devenir le plus riche du cimetière, mais est-ce que le plus important, c'est de conserver les pouvoirs et d'opérer la transmission et d'avoir économisé 45%, par exemple, de droits de mutation à titre gratuit. Voilà. Non seulement au plan fiscal, mais si je transmets à mes enfants dès le plus jeune âge le capital de la société, la transmission est un non-sujet, mais j'ai toutes les chances pour que l'un de mes enfants ait envie, à un moment donné, de reprendre l'entreprise parce qu'il la connaît, parce qu'il est actionnaire depuis le plus jeune âge, parce qu'il a fait le tour des bureaux, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il va reprendre, il sait quelles sont les valeurs qu'il va reprendre, et non pas forcément le capital. Si c'est une SARL, je vais sans doute réaliser plus d'économies sur les charges sociales de la rémunération du gérant, oui, mais si on considère les choses dans son ensemble, faut regarder, parce que j'ai des stratégies fiscales avec la SAS, puisque on se souviendra que la donation est la meilleure arme de défiscalisation. Donc je rappelle très brièvement que quand je donne, la donation efface la plus-value. Et d'une.
Et si j'applique un Dutreil, alors là, les droits de mutation, c'est peanuts. Et on a effacé la plus-value. Alors que si je vends et si je meurs, j'ai deux impôts. Je vends impôt sur la plus-value, donation, puis je ne peux pas faire de Dutreil. Dutreil, la réduction de 75% de la base taxable du droit de mutation à titre gratuit, puisque si j'ai vendu l'entreprise, le Dutreil n'est applicable que sur les titres d'une entreprise. J'ai coutume, dans mes formations, de prendre l'exemple d'une entreprise qui vaut 6,4 millions, acquise 400 000, plus-value 6 millions, 3 enfants mariés en régime de communauté. Je vends, je meurs 3 millions, 2,8 millions, avec le PFU à 30%, plus la CHR. Je fais l'inverse, donation. Avant, je signe un pacte Dutreil, donation, vente, 90 000 euros, au lieu de 2,8 millions. Voilà. Et je sais qu'on peut très bien transmettre un capital, mais on peut garder la jouissance, non? Voilà. Donc, il faut voir qu'est-ce qui est le plus important dans la vie. Est-ce que c'est posséder ou est-ce que c'est se faire plaisir? On peut avoir les deux, mais on a évité ici une taxation à 45%. Procédure des avantages particuliers, comment l'éviter? Donc, quels sont les objectifs de la procédure aux avantages particuliers? Donc, voici le législateur. L'émission d'actions de préférence est encadrée afin de garantir la protection des actionnaires, préserver les droits particuliers des porteurs de ces titres de préférence et ainsi que des créanciers antérieurs. La procédure des avantages particuliers nécessite le rapport d'un CAC, ce qui est source de coûts et de délais inutiles. Donc, il faut désigner un commissaire aux comptes, éventuellement, établissement d'un rapport spécial qui décrit et apprécie les droits particuliers. Je sais comment c'est rédigé, ça fait 2 pages. Ah oui, tiens, on constate des avantages particuliers. On les constate, quoi. Oui, parce qu'il y a des actions de préférence qui donnent des préférences. Voilà. Donc, je m'interroge sur l'utilité de rapport. Bon, mais c'est comme ça. Donc, quelquefois, ça dépend des coûts et quelquefois, je sais comment écarter la procédure. Donc, quel est l'intérêt de cette procédure? L'intention du législateur, protéger les actionnaires. Mais si je suis l'actionnaire prédominant en termes de pouvoir et des enfants mineurs, par exemple, quel est l'intérêt de protéger les actionnaires mineurs? C'est moi qui les représente quand même. Je ne vais pas faire intervenir un juge, un spécialiste. Ah non, vos statuts nécessitent l'intervention d'un juge de tutelle. Je dis pardon? Où est le texte? Non. Où est le texte? Enfin bref. Quelle lourdeur! Un rapport de CAC qui apprécie les avantages particuliers, qui ne fait que recopier une partie des statuts. Quelle est la logique? D'ailleurs, regardez, on a une procédure de la PAP, la procédure des avantages particuliers en cas de création. On n'a pas la procédure en cas de création maintenant. Quand on crée une SAS, la loi Pacte, maintenant, a écarté la procédure. Pourquoi? Vous voyez que, on l'a maintenue quand même pour les modifications statutaires. Pour qui? C'est plus pourquoi, c'est pour qui? Et il n'y a pas de procédure en cas de donation ou de succession. Où est la logique? Pourquoi? Si c'est la protection des associés et qu'on ne l'applique pas pour les donations, je trouve ça illogique. Et j'aime pas ce qui est illogique. Quelle est la sanction en l'absence de la procédure? Rien, il y a une jurisprudence récente, il faut régulariser la situation, sauf s'il y a une augmentation de capital. L'augmentation du capital n'est pas réalisée. Donc là, oui, il faudra éventuellement le commissaire, la procédure des avantages particuliers, mais là encore, je sais comment l'éviter éventuellement. Voilà. Donc, écarter la procédure des avantages particuliers, soit au moment de la création de la SAS, il n'y a plus la procédure des avantages particuliers, ou alors, c'est d'insérer dans les statuts, en fait, des familles d'actionnaires, des groupes d'actionnaires. Par exemple, l'associé, on l'a vu, l'associé fondateur, ou les descendants en ligne directe des associés fondateurs.
là, les avantages ne sont plus accordés à des personnes nommément désignées parce que la procédure ne s'applique qu'à des personnes si les avantages sont accordés à des personnes nommément désignées. Si je mets les descendants du fondateur, ce ne sont plus des personnes nommément désignées. Donc, j'adapte les statuts en fonction de cela. Ça dépend du désir de mon client. Voilà. Des avantages ou des actions de préférence émises de façon anonyme. Des personnes interchangeables répondant à des critères objectifs. Associé fondateur, famille A, famille B, descendants du premier lit, les indivisaires. Et enfin, dernière partie, comment rédiger les statuts de la SAS. Donc, question préalable avant la rédaction des statuts. Quelles clauses particulières des statuts, non pas de la société civile, mais de la SAS, plan des statuts et exemple de clauses. Puisque j'ai fait une vidéo sur la société civile et puis j'ai repris ça par erreur. Donc, question préalable, quels sont les objectifs du fondateur, à qui transmettre, quelles sont les relations dans la famille d'ailleurs, quelles sont les différentes personnalités? Vous pouvez avoir des personnalités de futurs repreneurs, d'autres artistes, par exemple. Donc, voilà. Est-ce qu'on prévoit la rentrée des investisseurs extérieurs? Moi, je dis toujours, jamais accepter d'investisseurs extérieurs directement au capital de la société. Mais proposer toujours aux investisseurs, c'est le chef d'entreprise qui est en situation de force. Donc, je dis, les investisseurs, non, jamais au capital, oui, éventuellement dans une holding, pour pas qu'ils aient un pouvoir direct sur la société au personnel et qu'ils imposent leurs lois. Parce que, je sais comment ça se passe, sinon il est impossible notamment de faire des stratégies patrimoniales et fiscales. Et donc, alors, j'ai mon ego, oui, des investisseurs extérieurs qui sont intéressés à mon entreprise. J'ai du private equity. Ouais, mais ça peut coûter cher cette affaire-là. Qui sera dirigeant? Quelle gouvernance? Alternative d'ailleurs. Et puis il faut regarder, si je transmets à un enfant et du patrimoine privé aux autres, il faut que je sois dans les clous pour le calcul de la réserve héréditaire de la quotité disponible. Ma pratique, quoique même si le chef d'entreprise il a envie de transmettre à un enfant, je l'informe sur l'intérêt de mettre tous les enfants au capital de la société, même si ce n'est pas de façon égalitaire, pour toujours. Cette transmission, ce n'est pas forcément que du capital, c'est une question de valeur. Voilà. Et donner l'envie à les enfants, à un moment, de reprendre l'entreprise. Et quelle est la place accordée au conjoint survivant? Si mon conjoint survivant, j'ai fait une donation au dernier vivant et que j'ai mis les 3 options qu'on retrouve partout dans les actes et que le conjoint opte pour 100% d'usufruit alors qu'il n'a jamais mis les pieds dans l'entreprise et que je vais avoir un enfant repreneur nu propriétaire qui va travailler pour sa mère ou pour sa belle-mère, moi je trouve ça moyen. Et puis si on attribue l'usufruit à une personne, comment voulez-vous réinvestir correctement dans l'entreprise? Donc, il faut aménager tout ça auparavant. Pourquoi une SAS? Pourquoi faire? Société opérationnelle, SAS ou SARL. Vous voyez, je n'écarte pas à la SARL. Ça peut convenir parfaitement au chef d'entreprise. Si c'est une société patrimoniale, SAS ou société civile à l'IS, s'il choisit l'IS, par exemple, de qui faut-il se protéger? Que doit-il se passer en cas de séparation, en cas de divorce notamment? Et puis on va nommer de toute façon le mandataire des actions indivises. Quelle sera la chronologie des opérations également, dans les opérations de structuration? Et faut-il recourir ou non au démembrement de propriété? Et quel lien juridique créer avec les autres sociétés familiales? Je préconise de créer un lien juridique entre toutes les sociétés
il n'y a pas de nécessité d'avoir 5% hein, du capital. Ça, c'est encore un dogme, une fausse croyance. Il suffit qu'il y ait une action qui soit détenue par une autre société pour qu'il y ait des circulations de la trésorerie, de prêts, entre les différentes sociétés. Clause particulière des statuts de la SAS, donc comment organiser la gouvernance, comment dissocier l'avoir, le pouvoir, le droit financier, le dividende. Donc voici les clauses auxquelles il faut être particulièrement attentif. Je précise les finalités de la société, les motivations économiques, et je fais en sorte que les motivations économiques l'emporteront toujours sur les considérations fiscales, parce que ça peut être source d'économie fiscale. Hein. Si la SAS s'inscrit dans un schéma d'ensemble, eh bien je vais décrire le schéma d'ensemble et expliquer tout en amont. Voilà. Je ne fais rien à la posteriori. Toutes les interrogations, les réponses sont dans les actes, statuts ou autres. Les conditions dans lesquelles les statuts peuvent être modifiés, parce que pour la SAS, si on ne précise pas, c'est l'unanimité. C'est pour ça qu'il faut être le plus antidémocratique possible pour pouvoir ensuite être plus généreux, si c'est le désir du chef d'entreprise. Si vous êtes très généreux dès le départ, ben après, si ça se passe mal, vous pouvez le regretter. Le contenu de l'objet social, on verra un exemple d'objet social très large, la nomination du président, un président, l'étendue de ses pouvoirs, on peut tout faire. Hein. On peut mettre un président qui ait moins de pouvoir que le directeur général, par exemple. Il faut qu'il ait le pouvoir de représentation à l'égard des tiers. Hein. Mais c'est pas pour ça on peut complètement border les pouvoirs d'un président. Alors, le président, vous voyez, j'ai plusieurs présidents. Le premier président statutaire, ben lui, il a tous les pouvoirs, hein, et puis il ne peut pas être révoqué. Hein. Donc il est nommé pour toute sa vie, sauf s'il décide de mettre voilà. Sauf en cas d'incapacité d'agir. Vous voyez, je définis tout ce que c'est que la capacité d'agir, comment elle est constatée notamment. Hein. Et après, je peux prévoir les présidents successifs. Et je donne la possibilité au premier président statutaire de révoquer par avance les présidents successifs avant que la présidence successive soit effective. On ne sait jamais. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai coutume de dire qu'en fait, je n'ai pas de clients. Parce que les statuts sont tellement flexibles que les clients, il y a 10, 20, plus de 20 ans, 30 ans même, bien, quelquefois ils m'appellent, ils disent « Ah, Henri, tiens, monsieur Royal, donc, vos statuts sont toujours d'actualité, hein, parce que on peut tout faire. Hein. » Voilà, c'est ça l'idée. Prévoir les successeurs, le remplacement, la possibilité de déléguer les pouvoirs, l'organisation de la direction, les règles de nomination, de révocation, de répartition des pouvoirs, la hiérarchie en termes décisionnels, le président pour la gestion de l'entreprise, ensuite le premier associé fondateur, puis l'associé fondateur, vous voyez, je peux tout faire. Donc, puis les associés, puis les familles d'actionnaires, ou les familles d'actionnaires avant ou après, enfin bon, tout est possible. C'est du cousu humain. Les règles de participation des associés, de quorum, j'ai pas de quorum, ça sert à rien. La majorité, sauf décision contraire, c'est la majorité des droits de vote. Je peux prendre des majorités un peu plus importantes, notamment quand je ne serai plus là, pour établir une meilleure démocratie et être attentif à ce que je ne confie pas éventuellement la possibilité d'une personne d'avoir tous les pouvoirs alors que je ne l'ai pas voulu. Le champ des décisions collectives, comme pour les sociétés civiles, mais je vais réduire au maximum le champ des décisions collectives, donc, sauf pour lesquels la loi exige la participation unanime des associés, on a vu la nomination des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes, les fusions-absorptions ou la modification de certaines clauses statutaires. Mais sinon, je vais dire que les statuts peuvent être modifiés par l'associé fondateur. Ce n'est pas ce que j'écris généralement, mais je peux le faire.
Les modalités de participation et de vote, on a vu que les AG O et les AG E ne s'imposent pas du tout pour la SAS. Je ne l'ai pas encore rencontré. Si, une fois, des statuts, il faut parler de la collectivité des actionnaires, tout simplement. Les décisions sont prises à la majorité des droits de vote. Voilà. Et ce n'est pas des actionnaires, hein, c'est des droits de vote. Je peux déléguer les pouvoirs ou la compétence au profit du président, notamment pour les modifications du capital social, pour les actions de préférence, préciser les droits de vote pour chaque catégorie d'actions, les droits financiers, la répartition entre usufruitiers et nus propriétaires, si à un moment donné il y avait du démembrement de propriété, je prévois tout. S'il y a un pacte du travail, il faut impérativement limiter les pouvoirs de l'usufruitier à l'affectation des bénéfices. Quelles sont les catégories d'actions rachetables? Les modalités du calcul de la prime de rachat? Les clauses de déchéance des préférences. Donc toute transmission entraîne la déchéance des préférences. Une action de catégorie A devient de catégorie ordinaire, sauf décision contraire de qui? De moi, par exemple. Inscrire impérativement la possibilité d'un dividende en nature, ça peut être très intéressant pour un enfant repreneur à qui je vais distribuer en nature, il va y avoir une augmentation de capital, on va diluer la participation de ses frères et sœurs, par exemple, avec des distributions inégalitaires de dividendes pour ne pas donner l'impression de l'enfant repreneur de travailler pour ses frères et sœurs. Possibilité là aussi de prévoir un acompte sur dividendes. L'obligation de contribuer aux pertes non pas au moment de la liquidation de la société mais en cours de vie sociale. Les modalités du prix de cession et de rachat des actions, notamment en cas d'exclusion. Et les conditions d'entrée et de sortie des actionnaires, les clauses d'inaliénabilité, d'agrément, d'exclusion, l'exclusion de la personne morale associée en cas de changement de contrôle de son capital, les motifs de blocage des comptes courants, la durée limitée, et le motif, la nomination du mandataire des actions indivises, puisque les indivisaires ont la qualité d'associés. À ce titre, ils peuvent participer aux assemblées s'il s'agit d'une décision collective. Je rappelle, chez moi, il n'y a pratiquement pas de décision collective, mais en aucun cas, les indivisaires ne peuvent voter. Ils sont obligatoirement représentés par un mandataire. Et de jurisprudence connue, c'est que le mandataire peut être un tiers. Le mandataire des actions indivises n'est pas forcément un indivisaire. Donc je me nomme, moi, Henri Rugal, je suis mandataire de toutes les actions qui pourraient être en indivision. Et je me nomme liquidateur de la société dans le cas où je décide de liquider la société par anticipation. Et je vais inscrire dans les statuts les règles de répartition du boni de liquidation, sauf décision contraire. Ah, oui, c'est toujours sauf décision contraire. De qui? De moi. Voilà. Et les règles d'arbitrage en cas de contestation sur l'interprétation des statuts. Parce que j'ai des statuts, ils peuvent faire, ça dépend, mais ça va entre 20 et 40 pages. Donc c'est vrai que voilà, il y a des articles qui surcoupent, les rechercher là-haut, il faut comprendre, et puis après ça peut laisser éventuellement à des personnes mal intentionnées de mal interpréter les clauses. Si je mets que c'est moi l'arbitre en cas de contestation des clauses statutaires, j'ai écarté le pouvoir souverain du juge. Pour moi, écarter les tiers. Écarter, que ce soit le juge ou pas, mais écarter les décisions qui peuvent ne pas provenir de vous-même. Et en présence d'enfants mineurs, je vais adjoindre au statut le pacte adjoint au domaine manuel qui va écarter les règles de l'administration légale et le cas échéant. Donc je vais me nommer tiers administrateur. Là j'ai encore un spécialiste qui dit « Vous ne pouvez pas vous nommer tiers administrateur ». Je dis « Où est le texte ?» J'attends toujours, 15 jours, j'attends toujours. Je relance par le texte. Bon.
Il y a un dossier sur le site à peu près de 60 pages sur les règles de gestion du patrimoine de l'enfant mineur. Voilà, et on peut écarter également le droit de jouissance de l'autre parent, par exemple. Alors, évidemment, si c'est une donation notariée, il faudra éventuellement, une donation notariée doit être acceptée par les deux parents de l'enfant, ou à défaut par ses grands-parents. Mais si mon client est dans une situation où il est divorcé et que ça se passe mal, moi, l'acceptation de l'autre parent, j'ai pas envie. Donc, j'écarte les règles de l'administration légale, surtout pour les actions. Le législateur, en 2016, même quand l'autorité parentale est confiée aux deux parents, il faut l'accord du juge des tutelles pour apporter un immeuble appartenant à l'enfant mineur, apporter un fonds de commerce appartenant à l'enfant mineur, contracter un emprunt au nom de l'enfant mineur. Pas si c'est la société qui emprunte, c'est contracter un prêt au nom de l'enfant mineur, j'insiste. Et eux, ils ont rajouté également tous les actes importants sur les actions, pas sur les parts sociales, on ne sait pas pourquoi, mais sur les actions. Tout acte important sur des actions appartenant à l'enfant mineur nécessite l'intervention du juge des tutelles, quand bien même les deux parents ont l'autorité parentale. Sauf avoir écarté dans le pacte adjoint au don manuel les règles de l'administration légale. Et je me suis nommé tiers administrateur. Et je prends toutes les décisions au nom de l'enfant mineur, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur importance, si c'est prévu dans l'acte. Voilà. Et je m'affranchis totalement. Oh là là, vos statuts sont contraires aux droits des sociétés. Oh, c'est une clause léonine, potestative, un abus de majorité, c'est pas possible. La loi, la jurisprudence l'interdit, c'est de l'abus de droit. Tout ça, voilà. Se méfier des spécialistes qui donnent leur avis, accueillir les faits, refuser les opinions. Donc, voilà mes deux questions que je pose à chaque fois quand on me dit « Ah, c'est pas possible ». Bon, c'est un, pourquoi? Et deux, quel texte? Voilà. Quelle jurisprudence? Merci. Donc souvent, je ne l'ai pas, j'attends toujours. Et les greffes, ils enregistrent mes statuts. Et pourtant, quelquefois, waouh, des familles d'actionnaires, il faut les ingurgiter parfois. Et s'éloigner, en l'absence de réponse intelligible ou intelligente, ne pas perdre son temps à démontrer que la Terre est ronde. C'est la loi et la jurisprudence, tout ça. Donc voici un modèle, j'en ai d'autres, de plan de statut. Donc le préambule, j'explique les finalités notamment, les actionnaires, la forme, finalité de la société, objet social, dénomination, chef social, durée, les opérations en capital notamment, les actions de groupe, je prévois les actions de groupe, L228-13 du Code de commerce, article 13, émission d'obligations, on ne sait jamais, transmission des actions, clause d'agrément, clause d'inaliénabilité, clause d'exclusion, modification du contrôle d'un actionnaire, une personne morale associée, représentation des actions indivises, le mandataire c'est moi, la direction, la gouvernance, le président, je peux inventer un conseil de direction, un directeur général délégué. Alors le directeur général, toujours pour les fonctions de direction, notamment pacte du travail ou l'IFI, c'est une question de représentation à l'égard des tiers et il faut que le dirigeant soit été régulièrement nommé. Non, s'il est nommé dans les statuts, il est régulièrement nommé. Mais son éligibilité à des fonctions de direction d'un dispositif fiscal va dépendre de son pouvoir de représentation à l'égard des tiers. Pouvoir, décision collective, je vais mettre la hiérarchie des décisions. Le président, parfois non, parfois ça dépend des situations. Le directeur général peut avoir plus de pouvoir à un moment donné que le président. Les décisions, la hiérarchie, donc après les associés fondateurs, par exemple, et ensuite les familles d'actionnaires, ça peut être, j'en dirai deux mots, ça peut être ensuite le vote des associés,
Et ensuite, les décisions collectives. Vous voyez, les décisions collectives, c'est vraiment le final chez moi. Alors que la plupart du temps, vous voyez, les AGO, les AGE, tiens, les AGE, c'est toutes les décisions qui entraînent une modification statutaire. J'ai pas besoin d'écrire ça. Je brime mes pouvoirs. Voilà. Donc je ne fais pas ça. Ça me prive de la possibilité de transmettre mes actions à mes enfants avec un pacte du trail. Toc. Donc il faut arrêter. Donc voilà. Et, éventuellement, les règles, s'il y a tenue d'une assemblée, mais moi je veux dire, la plupart des décisions peuvent être prises à la majorité simple des associés, ou majorité absolue des associés, et j'écris que la décision est prise dès lors que la majorité est atteinte. Comme j'ai des actions A qui me donnent plus de 50% des droits de vote de l'ensemble de la société, je prends seul les décisions. Voilà. Et je dresse un procès verbal de ma décision, qui va s'imposer à tous, par exemple. Convention réglementée ou non, exercice social, l'affectation, les droits financiers vont dépendre des catégories d'actions que je détiens, tout simplement. Dissolution, liquidation, partage, contestation et formalité, pouvoir. Une erreur à la page 40. Exemple de clause, préambule. Pourquoi je crée la société? Ça fait réfléchir aussi le chef d'entreprise. Pourquoi je les modifie? Objectif du fondateur, du dirigeant. Et je donne des images, moi, dans mes statuts, des organigrammes. C'est pas interdit. Voilà. Donc, je décris tout et j'explique pourquoi je fais ça. Le pourquoi. Le comment, c'est très facile, c'est même pas la peine d'expliquer. Bon. Exemple, je modifie les statuts. Les statuts alors tout ce qui est en italique, c'est des exemples de clauses. Les statuts de la société visent à organiser la gouvernance de la société, de l'entreprise, afin de lever la réticence du dirigeant à transmettre la majeure partie du capital à ses propres enfants et favoriser ainsi la pérennité du caractère familial de l'entreprise. Cocorico. La pérennité de l'entreprise. Après, la pérennité du caractère familial, si l'entreprise est vendue, voilà. Et voilà, éventuellement, la création de groupes d'actionnaires. Donc, 2 familles d'actionnaires, c'est des amis d'enfance qui ont créé la société, qui a maintenant une certaine importance. Ils arrivent à la 2e, voire à la 3e génération. Et ils détiennent à 50-50 le capital. Donc, c'est des amis d'enfance, ils prennent toujours les décisions à 2. Il y a une entente amicale parfaite. Mais à un moment donné, s'il y en a un qui décède, il va se retrouver éventuellement, sauf s'il a la capacité de racheter les titres de son associé, il faut encore avoir les moyens, mais on peut vouloir également accueillir les héritiers de l'associé fondateur décédé, mais que le survivant ne soit pas ennuyé en termes de pouvoir par ses nouveaux associés. À ce moment-là, on peut créer des familles d'actionnaires et l'idée, c'est comme des sous-sociétés de donner l'autonomie de chaque famille sur la répartition du dividende. Donc, si c'est 50-50, chaque famille, en termes de pouvoir, aura 50% des pouvoirs, des droits de vote. Voilà. Ça, on va respecter l'égalité en droit de vote. Mais je vais écrire que, en cas de décès d'un associé fondateur, par exemple, les droits de vote de la famille 1 de l'associé gouverneur décédé va être divisé par 5. Donc 10% des droits de vote. Et l'autre famille va récupérer les droits de vote, 90%, alors qu'on est toujours en capital, 50-50. Comme ça, l'associé fondateur qui subsiste détient tous les pouvoirs. S'il vient à décéder, on revient 50-50. Et je vais donner l'autonomie à chaque famille de décider au sein de sa famille de la répartition du dividende. Exemple, le groupe 1 ici, le groupe d'actionnaires 1, avec des répartitions inégalitaires du dividende que j'ai prévu dans les statuts, cette année, je décide que le dividende me revient à 99%.
Alors que le groupe 2, le chef du groupe 2, eh bien, peut décider que non, eh bien, ça sera la holding qui va percevoir l'essentiel du dividende. Alors attention, toujours, motiver les opérations, parce que si vous organisez une remontée systématique en faveur d'une holding à l'IS qui détient 5% pour bénéficier du régime mère-fille, vous encourez le risque de l'utilisation abusive en matière d'IS, qui est un dispositif en plus de l'abus de droit fiscal, donc l'utilisation abusive en matière d'IS, donc il faut expliquer. C'est pour ça qu'en préambule, j'ai expliqué dans les cas pourquoi, quelquefois, je fais une remontée automatique vers la holding, sauf décision contraire. Bon, mais il faut impérativement que la motivation économique l'emporte sur la considération fiscale. Toujours. Mais j'en ai plein de motivations. J'ai pas une panoplie de motivations. Je vais regarder si ça se justifie. Forme, donc exemple, les statuts peuvent être modifiés à la majorité des droits de vote. Hop. Sauf si la modification entraîne un accroissement des engagements des associés, auquel cas il faudrait l'accord de ces associés-là. Sinon, s'il n'y a pas de précision, c'est l'unanimité. Et vous savez ce que je pense de l'unanimité et de la démocratie pour les affaires. Bon. Finalité de la société. Alors, je vous ai mis quelques idées de finalité, mais il faut personnaliser, bien évidemment. Ça va permettre à l'associé, le chef d'entreprise, de préciser les objectifs et le contenu des statuts, notamment. Servir de référence en juge en cas d'interprétation du pacte des statuts ou de contentieux. Écarter, on n'écarte jamais, mais éloigner le risque d'abus de droit fiscal ou d'utilisation abusive en matière d'IS et personnaliser. Donc j'ai mis quelques idées qui sont un peu générales ici. La société a pour finalité d'assurer la pérennité de l'entreprise familiale, d'en faciliter la transmission, d'organiser les pouvoirs de décision et la répartition des droits financiers, de maintenir, renforcer la cohésion de l'actionnariat. Objet social, alors j'ai plusieurs possibilités d'objet social. Là, je vais prendre l'exemple d'un objet social large, mais je serai attentif. Dans certains dispositifs fiscaux, eh bien, il faut prévoir que la holding soit pure, soit animatrice, soit passive. Voilà. Donc, par exemple, le paiement différé des droits de mutation à titre gratuit peut être éligible en cas de transmission d'une holding sous condition de contenu d'objet social qui sont précisés par l'administration fiscale. Un exemple d'objet social très large, la société a pour objet toute opération de nature commerciale et notamment, je vais mettre l'activité principale ici, voilà, et la participation, éventuellement, les conventions de service. Alors, quelquefois on m'oppose, ah non, 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 ça c'est irrecevable, parce qu'il faut que l'objet social soit suffisamment précis. Et je dis, ah, pourquoi et quel texte? Évidemment, toujours pareil. Donc, je n'ai pas eu le texte. Donc, alors, voilà. Pourquoi je suis large? Parce que, dans certaines situations, lorsque j'ai un changement d'activité, un changement d'activité réel, ça entraîne des effets de la cessation d'entreprise au plan fiscal. Alors, si vraiment ma société, c'est pas parce que j'ai mis un objet social très large que si elle change réellement d'activité, là oui, j'aurai les effets de la cessation d'entreprise. Mais si j'ai prévu des développements d'activité et que ça fait partie de mon entreprise, on ne pourra pas me taxer de changement d'objet social. Pourquoi? Parce que selon l'instruction fiscale, le changement important statutaire, les changements d'objet social, même si la loi précise que le changement d'objet social n'entraîne pas les effets, il n'y a pas de création de personne morale nouvelle en cas de changement d'objet social, l'instruction fiscale est d'avis contraire. Il dit que le changement important d'objet social, le changement important statutaire peut entraîner les effets de la cessation d'entreprise au plan fiscal.
D'ailleurs, je précise souvent, en préambule, pas toujours, mais je précise en préambule que le changement d'objet social, quand je fais une modification statutaire, n'entraîne pas les effets de la cessation d'entreprise, ainsi que le précise la loi, le code civil, le code de commerce. Je ne sais plus quel article. Capital social et actions de préférence. Je vais introduire les actions de préférence, et si c'est à la création de la société, on a vu qu'il n'y a pas la procédure des avantages particuliers. Si c'est une modification statutaire, oui, sauf si les préférences, les actions de préférence ne sont pas accordées à des personnes nommément désignées. Les actions de préférence, de dépréférence, la préférence s'appréciant par rapport à la catégorie O ordinaire. Les actions de catégorie A détiennent tant de droits de vote, tant de droits financiers. On peut faire des droits financiers variables. Il faut préciser les conditions de cette variabilité. S'il y a un pacte du travail, on va limiter les pouvoirs de l'usufruitier pour les titres soumis à engagement, et uniquement pour cela, on va limiter les pouvoirs de l'usufruitier à l'affectation des bénéfices, ainsi que l'exige la loi fiscale. On va prévoir le changement de catégorie d'une action en cas de réalisation d'un événement. On a vu transmission d'une action. D'ailleurs, très important pour la transmission d'une action, je vais écrire que toute transmission entraîne en principe, sauf exception que je vais citer, en principe la déchéance de toutes les préférences, et l'action de préférence de catégorie A devient une catégorie ordinaire. Ce qui va justifier également le fait que j'inscrive dans les statuts que toutes les actions ont les mêmes valeurs. Parce qu'on m'a souvent opposé, et on m'oppose encore souvent, que non. D'ailleurs, j'ai eu un greffe, là, récemment, au bout de 30 ans, il y en a qui se réveillent et qui me disent « Tiens, non, c'est pas un greffe, c'est un spécialiste, pardon. » Et qui me disent « Non, l'action de préférence vaut beaucoup plus cher, comment évaluer? Il faut un commissaire aux avantages particuliers. » Je dis « Attendez, je change de spécialiste, on va dire ça comme ça, bon. » Et puis non, c'est faux, parce que je dis « Mais regardez, s'il est écrit que pour toute transmission, les préférences s'éteignent pour devenir des actions ordinaires. Est-ce que vous, normalement, pour évaluer la valeur d'une action, c'est la valeur vénale, la valeur du marché. Est-ce que vous êtes prêt à débourser 100 fois plus cher une action qui devient ordinaire au moment où vous l'achetez? Non. Vous allez éventuellement l'acheter au prix d'une action ordinaire, non? Voilà. Donc, rachat d'actions par la société, donc les dispositions spécifiques à la SAS, rachat d'actions de préférence, prévoir la possibilité de rachat pour toutes les catégories. En général, je prévois toutes les catégories sont rachetables, sauf décision contraire de... Voilà. C'est sauf décision contraire de... Et le rachat d'actions spécifiques de SAS. Donc, possibilité d'offrir le rachat pour certaines catégories avec ou non une prime de rachat. Il faut que la prime de rachat, les modalités de cette prime soient précisées dans les statuts. On va aussi préciser l'agrément pour les cessions, et éventuellement les primes éventuellement de rachat par la société en cas de refus d'agrément. Alors, je souligne ici une spécificité de la SAS, c'est que pour toutes les sociétés, il y a éventuellement l'associé qui est autorisé à se retirer, il a le droit au remboursement de la valeur de ses parts. Ça, c'est commun à toutes les sociétés. Si aucun l'associé ne se porte acquéreur, la société a l'obligation de racheter les parts du retrayant. Cette obligation ne s'applique pas à la SAS. Voilà. C'est pas moi qui l'invente, c'est l'Assemblée nationale. Donc, si un associé se retire, la société n'a pas l'obligation de lui racheter ses actions. Voilà. Bon, vous voyez que je peux quand même bloquer pas mal les choses. Je peux aussi donc écrire les modalités du prix de rachat spécifiques à l'exclusion d'un actionnaire, par exemple. Donc la société peut procéder au rachat d'un nombre déterminé de ses propres actions. Le rachat peut concerner une catégorie d'actions.
une catégorie d'actionnaires, un actionnaire. Le rachat peut être en espèces ou en nature. Une prime de rachat peut être versée. Voilà. Et après, il faut préciser. Et la décision de rachat ou non est prise selon telle modalité. On a vu préciser les modalités du calcul du prix de rachat, éventuellement, ou de la valeur des actions. Sinon, c'est le pouvoir souverain du juge, nommé par l'expert. Enfin, le pouvoir souverain du juge qui nomme un expert, et les conclusions de l'expert vont s'imposer, sauf à démontrer qu'il a commis une faute grossière dans l'évaluation. Donc on va éviter ça. Et si les statuts précisent les modalités du prix de rachat ou du prix des actions, eh bien l'expert est tenu à prendre en compte cette valorisation. Il ne peut pas s'écarter de la valeur du mode de calcul déterminé dans les statuts. Transmission d'actions, je peux préciser avec les 3 petits points après. Toute transmission est nulle en violation des clauses statutaires et les décisions relatives à la transmission sont prises par à telle majorité. Inaliénabilité des actions et des droits, notamment l'inaliénabilité spécifique aux actions d'une durée ne pouvant pas dépasser 10 ans, non renouvelable. Donc soyez attentifs, ici j'ai inscrit la clause, mais je la ferai démarrer selon telle modalité. Je la ferai démarrer à partir de la majorité des enfants, par exemple. L'agrément, toute transmission est soumise à agrément. Par qui? Sont dispensés d'agrément d'exclusion d'un actionnaire, par exemple. Exclusion. Et il faut toujours indiquer les raisons d'exclusion. Mésentente. Oui, la mésentente. Elle est prévue par le Code civil. Le juge peut prononcer la dissolution de la société en cas de mésentente entre associés qui paralyse le fonctionnement de la société. Des accords persistants avec la présidence statutaire, ou première présidence statutaire. Changement de contrôle de la société. Rupture du contrat de travail, si c'est une société opérationnelle. Préciser les modalités de l'exclusion. En principe, alors, si l'exclusion est soumise à la collectivité des associés, par exemple, on ne peut pas exclure l'exclu du vote. Mais une jurisprudence autorise qu'on puisse exclure la personne du vote si l'exclusion est du ressort, par exemple, du président. Exclusion pour modification dans le contrôle d'un actionnaire, exemple de clause. La collectivité des associés, donc décision collective, ici, peut décider de suspendre les droits pécuniaires de la société, les droits financiers, dont le contrôle a été modifié et peut se prononcer sur son exclusion. Par exception, cet article ne s'applique pas aux personnes morales qui sont détenues principalement par l'associé fondateur, par exemple. Représentation des actions indivises. On a vu que le plus souvent, les statuts ils laissent le soin au juge de nommer le mandataire, pas moi. Dans tous les statuts de toutes les sociétés, c'est une disposition commune à toutes les sociétés, quelle que soit leur forme sociale, vous avez tout intérêt à prévoir la nomination dans les statuts du mandataire des actions indivises, dans le cas où les actions viendraient à tomber dans une indivision. Je motive la nomination du mandataire. Président de la société, désignation, durée des fonctions, les premiers présidents statutaires, second président statutaire, troisième président statutaire, et si.
En fait, tous les statuts, c'est des « et si ». Qu'est-ce qui se passe si président successeur, où je peux également lui brider les pouvoirs, démission, révocation, fin du mandat du président, rémunération, pouvoir, règle de majorité. Donc on a le président, éventuellement le directeur général, éventuellement le conseil de surveillance, pas de conseil de surveillance, merci, pas de dualité. Voilà. Mais les clients chefs d'entreprise, ils veulent un pouvoir fort, ils ne veulent pas un pouvoir de... Mais comme ils font confiance aux spécialistes de la rédaction, et qu'après on lit, eh ben, vous ne pouvez plus faire ci, vous ne pouvez plus faire ça. Bon, enfin bref. Et donc tout ce qui ne ressort pas de pouvoir du président, eh bien, après, voilà la hiérarchie des pouvoirs. Donc président fondateur, famille d'actionnaires, et puis ensuite, vote des actionnaires, et puis après, collectivité des actionnaires, par exemple. Donc voilà un exemple. Et voilà, est qualifié de collective toutes les décisions pour lesquelles la loi impose le vote de tous les associés. Forme de consultation pour les décisions uniquement collectives, bien sûr. Consultation écrite, c'est oui ou c'est non, sinon c'est un vote nul. Répartition des dividendes, ça va dépendre des droits financiers que détient chaque actionnaire en vertu des actions de préférence qu'il détient. Je vais prévoir le paiement des dividendes en nature, sinon ça constitue un accroissement des engagements d'un associé, auquel cas il faudrait l'accord unanime. Voilà. Et voici le programme donc de la SAS, la société par action simplifiée, avec les actions de préférence. Les objectifs de la formation, le contenu de la formation, y compris donc la rédaction des statuts, les principes de liberté, la rédaction des statuts, et je reprends donc les articles un par un, les titres et les articles un par un. Voici les statuts, voici les différentes clauses qui sont étudiées avec les possibilités. J'offre également des formations à la rédaction des statuts, création de la SAS, formalité, transformation d'une société en SAS, formalité, éventuellement des implications au plan fiscal. Je vous remercie.